Laissez-moi vous parler de quelque chose qui s'est passé ce matin et que, je pense, la plupart des gens vont complètement mal comprendre. Et je veux être honnête avec vous tout de suite. C'est pas une histoire compliquée. C'est en réalité une histoire très simple. Mais ce sont souvent les histoires simples qui changent tout. Hier, l'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz complètement ouvert. Trump a publié merci en lettres majuscules, les marchés boursiers ont bondi, les prix du pétrole ont chuté, toutes les grandes chaînes d'information ont repris une version du même titre. Accord proche, guerre en train de finir, Ormuz ouvert. On aurait dit que l'Amérique avait remporté quelque chose. Dans l'univers de Trump, un rebond des marchés et une publication triomphale sont souvent traités comme des résultats stratégiques juridiquement contraignants. Ce matin, l'Iran l'a refermé. Le corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, a annoncé que le contrôle du détroit d'Ormuz est revenu à son état précédent. Gestion stricte, forces armées en contrôle, navires qui font demi-tour dans le golfe Persique, pétroliers qui passent en mode silencieux. 5 navires grecs et indiens se sont dirigés vers le détroit avant de faire demi-tour avant d'y arriver. Un pétrolier a complètement cessé de transmettre sa position. Et l'IRGC a utilisé un mot sur lequel je veux que vous vous arrêtiez. Ils n'ont pas qualifié le blocus américain d'action militaire. Ils ne l'ont pas qualifié de pression économique. Ils l'ont qualifié de piraterie. Piraterie et vol maritime. Ce sont leurs mots exacts. C'est le problème. Quand on gouverne à coups de manchette, la réalité a tendance à refuser de rester enfermée dans le titre. Et voici ce que je veux vous compreniez. J'ai dit que cela allait arriver, pas hier, pas la semaine dernière. Je le dis depuis avant même le début de cette guerre parce que la structure de cette situation la rend complètement prévisible. Et la raison pour laquelle c'est prévisible n'a rien à voir avec la puissance militaire de l'Iran. Cela a tout à voir avec ce que la Chine a construit au cours des 10 dernières années. Donc aujourd'hui, je veux faire 2 choses. D'abord, je veux expliquer exactement pourquoi j'ai dit que l'Iran n'abandonnerait jamais Ormuz aux conditions de l'Amérique et utiliser la théorie des jeux et l'histoire structurelle pour vous montrer pourquoi cette prédiction était la seule conclusion logique. Ensuite, maintenant que l'Iran l'a prouvé en 24 heures, je veux vous dire ce qui arrive ensuite. Parce que ce qui s'est passé ce matin n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une nouvelle phase que presque personne n'analyse correctement. Commençons. Je veux commencer par la prédiction parce que je pense qu'il est important d'expliquer non seulement ce que j'ai prédit, mais aussi comment je l'ai prédit. Parce que l'histoire prédictive, ce n'est pas deviner, ce n'est pas une opinion, c'est une méthode. Et si vous comprenez la méthode, vous pouvez voir exactement ce qui vient ensuite. La méthode commence par une question. Que veut réellement chaque acteur? Pas ce qu'il dit vouloir, ce qu'il veut réellement. Parce que, en théorie des jeux, ces 2 choses sont presque toujours différentes. Que dit l'Amérique qu'elle veut? L'Amérique dit qu'elle veut le détroit d'Ormuz ouvert. Elle veut que l'Iran abandonne son programme nucléaire. Elle veut un accord. Elle veut que la guerre se termine. Voilà ce que l'Amérique dit. Que veut réellement l'Amérique? L'Amérique veut démontrer qu'elle peut contrôler le principal point d'étranglement énergétique du monde, qu'elle peut forcer une puissance régionale à se soumettre, que la menace de la force militaire américaine reste l'outil le plus puissant de la politique mondiale. L'Amérique a besoin de le prouver, pas seulement à l'Iran, mais à la Chine, à la Russie, à tous les pays qui regardent cette guerre, pour décider si la puissance américaine signifie encore ce qu'elle signifiait autrefois. Et c'est là que la politique du slogan se heurte généralement à l'art de gouverner, prouver sa domination. C'est pas la même chose que produire un véritable levier. Maintenant, que dit l'Iran qu'il veut? L'Iran dit qu'il veut la levée du blocus. Il veut que ses avoirs gelés soient débloqués. Il veut que le Liban soit inclus dans tout cessez-le-feu. Il veut que sa souveraineté soit reconnue. Que veut réellement l'Iran? L'Iran veut quelque chose de bien plus profond que tout cela. L'Iran veut établir de façon permanente et irréversible que le détroit d'Ormuz est sous contrôle souverain iranien, pas seulement pendant cette guerre, mais pour toujours, comme caractéristique structurelle du système énergétique mondial. L'Iran veut que chaque pays qui importe du pétrole par Ormuz sache qu'une autorisation iranienne est nécessaire. Parce que si cela devient la réalité établie, l'Iran se sera transformé d'État paria sous sanction en acteur stratégique incontournable. Et aucun bombardement ne peut défaire cette transformation une fois qu'elle est établie dans les faits. Ces 2 choses, ce que l'Amérique veut et ce que l'Iran veut, sont complètement incompatibles. L'Amérique ne peut pas démontrer son contrôle sur Ormuz pendant que l'Iran y exerce une autorité souveraine. L'Iran ne peut pas établir une autorité souveraine permanente sur Ormuz pendant que le blocus américain la déclare illégale. Il n'y a pas de position de compromis. Il n'y a pas de terrain d'entente qui sauve la face. L'un des 2 gagne cet argument, ou alors aucun des 2 ne le gagne. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des mois, que l'Iran n'abandonnerait jamais Ormuz aux conditions de l'Amérique. Pas parce que l'Iran est irrationnel, pas parce que l'Iran veut la guerre,
mais parce que abandonner Hormuz aux conditions de l'Amérique reviendrait à abandonner le seul levier qui rend l'Iran stratégiquement pertinent. Et aucun État n'abandonne volontairement ce qui le rend pertinent. C'est de la théorie des jeux. De la théorie des jeux toute simple. Et pourtant, Washington a continué d'agir comme si la pression maximale allait forcer l'Iran à céder, comme si les bombardements à eux seuls pouvaient changer le calcul stratégique de l'Iran, comme si un pays qui se bat pour sa pertinence stratégique permanente allait reculer à cause d'un blocus. Il n'a pas cédé, et ce matin, il l'a prouvé. La pression maximale a toujours eu l'air plus impressionnante à un podium que lorsqu'elle rencontre un État qui s'est déjà préparé au discours du podium. Mais voici la partie de cette histoire que personne dans la couverture dominante ne relit correctement. La partie qui explique non seulement pourquoi l'Iran a refusé de céder, mais pourquoi il a été capable de refuser. Parce que voici la question à laquelle il faut répondre. L'Iran est bombardé depuis 50 jours. Son guide suprême a été tué le premier jour de la guerre. 13 bases américaines sont partiellement ou lourdement paralysées. Sa banque centrale a averti en interne que la reprise pourrait prendre 12 ans. Son économie subit la pression américaine la plus intense qu'elle ait jamais connue. Et pourtant, ce matin, l'Iran a refermé Hormuz avec assurance, sans broncher, en traitant l'Amérique de pirate. Comment un pays dans cette situation, un pays qui a absorbé 50 jours de la campagne de bombardement américaine la plus intense depuis la guerre du Golfe, peut-il refermer Hormuz et traiter l'Amérique de pirate? Quel est le fondement structurel de cette confiance? On monte la Chine. Et je ne parle pas de la Chine au sens des manchettes de nouvelles. Je ne parle pas de la Chine comme allié diplomatique ou partenaire politique. Je parle de la Chine comme architecture économique, d'une infrastructure étalée sur une décennie que la Chine a construite précisément pour que, si ce moment arrivait un jour, si l'Amérique essayait d'utiliser un blocus pour faire s'effondrer économiquement l'Iran, l'Iran ne s'effondre pas. Laissez-moi vous expliquer à quoi ressemble cette architecture, parce que c'est le cadre que je veux vous donner aujourd'hui. J'appelle cela la décennie du silence. Et une fois que vous l'aurez comprise, plus rien de ce que fait l'Iran dans ce conflit ne vous surprendra. La décennie du silence commence en 2018. C'est à ce moment-là que Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire de 2015 et a réimposé des sanctions de pression maximale contre l'Iran. À ce moment-là, la Chine a pris une décision discrète, une décision à laquelle personne à Washington ne prêtait une attention sérieuse à l'époque. La Chine a décidé de devenir la bouée économique de l'Iran. Pas parce que la Chine aime l'Iran, pas parce que la Chine et l'Iran partagent des valeurs profondes ou un lien civilisationnel. La Chine a pris cette décision pour une seule raison, purement stratégique. La Chine importe environ un tiers de son pétrole par le détroit d'Ormuz. Toute l'économie industrielle chinoise fonctionne grâce à une énergie qui passe par un corridor étroit de 33 km que l'Amérique a historiquement contrôlé. La Chine a calculé correctement, comme on le voit maintenant, que si l'Amérique réussissait un jour à militariser entièrement ce contrôle, la Chine aurait de graves problèmes. Washington s'occupait de mettre la pression en scène. Pékin s'occupait de construire des alternatives à cette pression. La Chine a donc construit discrètement sur une décennie un système parallèle. La première couche de ce système, c'est l'architecture de paiement. La Chine a commencé à acheter du pétrole iranien en yuan chinois et non en dollars américains. Cela a contourné entièrement le réseau financier SWIFT. SWIFT est le système mondial de messagerie qui relie les banques et permet les paiements internationaux libellés en dollars. Les sanctions américaines fonctionnent en excluant des pays de SWIFT. Si vous ne pouvez pas recevoir de dollars, vous ne pouvez pas payer vos importations, vous ne pouvez pas financer votre armée, vous ne pouvez pas fonctionner dans l'économie moderne. Le système de paiement en yuan de la Chine pour le pétrole iranien contourne tout cela. L'Iran est payé. L'argent ne touche pas au système du dollar. L'Amérique ne peut pas y toucher. La deuxième couche, c'est la flotte fantôme. Le réseau de pétroliers de la Chine, ce que les analystes du renseignement appellent la flotte de l'ombre, a passé une décennie à perfectionner des techniques pour déplacer du pétrole iranien de façon invisible. Des navires qui éteignent leur transpondeur du système d'identification automatique et disparaissent ainsi du suivi satellitaire. Des navires qui naviguent sous les pavillons de pays pris au hasard, parfois même de pays sans accès à la mer, pour masquer leur origine et leur propriété. Des transferts de navire à navire dans les eaux internationales près de la Malaisie, où le brut iranien est mélangé à d'autres pétroles, réétiquetés comme brut malaisien, puis livrés à des raffineries chinoises appelées TIPO, qui traitent du pétrole sous sanction sans documentation. Les propres registres douaniers de la Chine indiquent zéro importation en provenance d'Iran depuis 2022. Pourtant,
Les importations enregistrées par la Chine de brut malaisien ont atteint 3 millions de barils par jour l'an dernier, soit plus du double de la production pétrolière totale de la Malaisie. Ce pétrole était iranien, les documents disaient malaisien. Le système a fonctionné. Il s'avère que les sanctions perdent une partie de leur puissance théâtrale quand l'autre camp cesse d'utiliser la scène que vous contrôlez. La troisième couche, ce sont les réserves stratégiques. La Chine est entrée dans cette guerre avec environ 2 milliards de barils de pétrole brut en stockage stratégique, constitués sur 2 ans grâce à des achats discrets de pétrole iranien et russe à prix fortement réduit. Quand le détroit d'Ormuz a fermé et que les prix mondiaux du pétrole ont dépassé 120 $ le baril, la Chine n'a pas paniqué. Ses marchés sont restés stables. Ses raffineries ont continué de fonctionner. Son économie a continué d'avancer pendant que l'Europe s'affolait et que l'Agence internationale de l'énergie avertissait d'éventuelles pénuries de carburant d'aviation. La Chine avait l'équivalent de 4 mois d'approvisionnement assis dans ses entrepôts. Le choc énergétique que l'Amérique avait conçu pour mettre l'Iran à genoux n'a pas atteint la Chine. La Chine s'y était préparée. Puis vient la quatrième couche, celle dont la plupart des gens ne parlent toujours pas complètement, les satellites chinois. Le satellite Tunbe, construit par l'entreprise chinoise EarthEye, lancé depuis le sol chinois, acquis secrètement par l'IRGC à la fin de 2024. Une résolution de 0,5 mètres par pixel, 10 fois plus nette que le meilleur satellite iranien. Surveillance de la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Surveillance de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Surveillance des positions américaines dans toute la région. Alimentation en données de ciblage en temps réel vers les systèmes de frappe iraniens reliés aux renseignements satellitaires russes, créant autour de l'Iran une zone de 500 à 1000 milles où, comme l'a dit un analyste militaire américain, si on peut vous voir, on peut vous cibler. Et l'Amérique ne peut pas détruire ces satellites sans déclencher une guerre directe avec la Chine. Voilà la décennie du silence. 10 années de construction patiente, invisible, délibérée, système de paiement, flotte de l'ombre, réserve stratégique, réseau satellitaire. La Chine n'a jamais rien annoncé de tout cela. La Chine n'a jamais signé de traité avec l'Iran à ce sujet. La Chine l'a simplement construit discrètement, échelon par échelon, couche par couche. Et ce matin, quand l'Iran a refermé le détroit d'Ormuz et a traité l'Amérique de pirate, il l'a fait à partir de la base structurelle que la Chine a passé une décennie à bâtir. C'est ce que le camp Trump continue de sous-estimer. Une infrastructure est moins spectaculaire qu'une menace, mais elle vieillit beaucoup mieux. Maintenant, je veux présenter la position américaine de la façon la plus solide possible, parce que je ne veux jamais que vous acceptiez simplement ce que je dis. Je veux que vous mettiez l'argument à l'épreuve. L'argument américain est le suivant. La pression maximale fonctionne. Le blocus étrangle l'Iran. L'économie iranienne est en grave difficulté. L'évaluation interne de la Banque centrale parle de 12 ans de reprise. Le rial a perdu 15% de sa valeur en un mois. L'Iran a tiré moins de missiles durant la dernière semaine de guerre que pendant la première. La pression monte. Le blocus forcera l'Iran à accepter un accord. Et ce n'est pas tout. L'Amérique a refoulé plus de 10 navires au blocus. Elle a étendu son autorité d'arraisonnement à l'ensemble de la mer d'Arabie. Elle a imposé de nouvelles sanctions au réseau de transport pétrolier iranien. Elle se réarme. Eggs a confirmé au Pentagone que l'Amérique recharge avec plus de puissance qu'au début de la guerre. L'Amérique n'est pas immobile. Elle applique une pression sur tous les fronts en même temps. La pression militaire, la pression financière, la pression diplomatique par l'intermédiaire du Pakistan, de la Turquie et de l'Égypte, tout cela est réel. Tout cela est soutenu. Et l'argument américain est qu'éventuellement, avant mardi, quand le cessez-le-feu expire, le poids accumulé de toute cette pression brisera la résistance de l'Iran. C'est habituellement à ce moment-là que la salle de presse hoche gravement la tête et que quelqu'un confond la répétition avec l'inévitabilité. Cet argument n'est pas faux sur les chiffres. L'Iran subit une véritable tension économique. Les dégâts sont réels. Le blocus provoque une vraie douleur. Trump a offert à l'Iran 20 milliards de dollars en avoir gelé. Les négociations autour de ce montant étaient réelles. L'Iran discutait des conditions. Il y avait un mouvement. L'argument selon lequel la pression produit des résultats n'est pas vide. Il a des précédents historiques. La Libye en 2003, l'Afrique du Sud dans les années 1980. L'argument de la pression fonctionne parfois. Mais voici ce que l'argument américain ne voit pas. Et c'est le cœur du cadre analytique que je veux vous donner aujourd'hui. Cet argument confond la douleur et l'effondrement. Ce ne sont pas la même chose. La douleur signifie qu'un pays souffre. L'effondrement signifie qu'un pays ne peut plus fonctionner.
La distance entre les deux correspond exactement à ce que la décennie du silence de la Chine a été conçue pour créer. Les systèmes de paiement, la flotte fantôme et les réserves stratégiques de la Chine n'ont pas empêché la douleur. L'Iran souffre, mais ils ont empêché l'effondrement. L'Iran continue de recevoir des revenus pétroliers, pas au niveau d'avant-guerre, mais suffisamment. L'Iran a encore un appui structurel qui lui permet de continuer à faire des choix au lieu d'y être forcé. L'Iran a encore assez d'oxygène économique pour décider quand ouvrir Hormuz, quand le refermer, quand négocier et quand se retirer. Voilà la différence. Trump a passé 50 jours à essayer de forcer l'Iran à prendre une décision. L'Iran prend ses propres décisions. La distance entre ces deux choses, c'est la Chine. La douleur peut produire une diapositive convaincante dans une séance d'information. Elle ne produit pas automatiquement l'obéissance selon l'échéancier prévu. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui, à mon avis, vient ensuite, parce que ce qui s'est passé ce matin n'est pas un événement aléatoire, c'est un signal. Et je veux lire ce signal avec attention en utilisant le même cadre. Théorie des jeux, histoire structurelle, incitation réelle. À partir d'ici, il y a 3 possibilités structurelles. La première possibilité, c'est que la pression économique franchisse finalement le seuil et que l'Iran accepte un accord avant l'expiration du cessez-le-feu mardi. Dans ce scénario, l'Iran calcule que le coût de continuer est désormais plus élevé que le coût de céder. Les 20 milliards de dollars en avoir gelé que l'Amérique offrirait deviennent décisifs. L'Iran demandait 27 milliards de dollars. L'Amérique avait commencé à 6 milliards de dollars. Le point de rencontre était 20 milliards de dollars. L'Iran accepte un cadre. L'accord se fait. Les deux camps déclarent victoire. Trump dit qu'il a gagné. L'Iran dit qu'il a défendu sa souveraineté. Et discrètement, dans les détails de tout accord, l'Iran conserve une certaine forme d'accès coordonné à Hormuz. Pas une souveraineté légale, mais une autorité pratique. Les navires doivent se coordonner avec les forces iraniennes. Les navires doivent suivre les routes désignées par l'Iran. L'IRGC reste présent dans le détroit. L'Iran appelle cela une navigation gérée. L'Amérique appelle cela la liberté de navigation. Les deux racontent des versions différentes d'une même réalité. C'est souvent ainsi que la diplomatie, à la manière de Trump, préfère fonctionner, revendiquer le trophée en public, négocier les petits caractères en privé, puis présenter les petits caractères comme un triomphe historique. C'est la voie libyenne. Un pays accepte des conditions qui ressemblent à une capitulation, mais qui préserve en réalité sa position stratégique essentielle. La différence, c'est que la Libye a tout abandonné et n'a rien obtenu. L'Iran, avec l'appui de la Chine, a le levier nécessaire pour céder sur l'apparence et garder la substance. Cette possibilité est réelle. C'est ce à quoi travaille le cadre diplomatique Pakistan-Gent, Égypte, Turquie, Arabie Saoudite. La deuxième possibilité, c'est que les pourparlers échouent encore. Le cessez-le-feu expire mardi sans accord. L'Amérique se retrouve devant la décision qu'elle a cherché à éviter. Aller plus loin dans l'escalade ou trouver une sortie qui sauve la face. Et les sorties qui sauvent la face n'ont jamais été le genre favori d'un mouvement politique qui préfère les entrées, les projecteurs et la musique de victoire. L'escalade signifie que les bombardements reprennent. Et voici ce qui rend la deuxième ronde structurellement différente de la première. Les villes de missiles iraniennes, ces réseaux de bunkers souterrains dans les montagnes que les bombardements américains ont tenté de sceller en faisant s'effondrer les entrées de tunnels, ont activement dégagé les débris pendant le cessez-le-feu. Des images satellites de Cain Base ont montré des chargeuses frontales et des camions à benne opérant jour et nuit pendant la pause des combats. La moitié des lanceurs de missiles iraniens restent intacts, enfouis mais non détruits. La Chine a fourni des tunneliers spécialement conçus pour aider l'Iran à rouvrir ces tunnels bloqués. La Russie a fourni une aide humanitaire qui comprenait des technologies essentielles pour une défense aérienne intégrée. L'Iran a utilisé le cessez-le-feu exactement comme un analyste américain l'avait prédit. Il a encaissé la première attaque, s'est dégagé et il est maintenant prêt à lancer de nouveau. Le commandant des forces aérospatiales de l'IRGC a déclaré publiquement que son doigt est sur la détente et qu'il est en état de préparation complet. Si les pourparlers échouent et que les bombardements reprennent, l'Amérique pourrait découvrir que la deuxième phase de cette guerre coûte beaucoup plus cher que la première. La première ronde a été vendue comme une finale. L'histoire, malheureusement pour l'argumentaire de vente, a continué de renouveler la série. La troisième possibilité, et c'est celle vers laquelle je pense que la Chine travaille activement, c'est un cessez-le-feu prolongé qui devient graduellement une réalité permanente sans jamais être appelé un accord formel. La Chine a été en contact diplomatique quotidien avec les deux camps pendant tout ce conflit.
Wang Yi a appelé Arashi directement et a insisté pour l'ouverture d'Ormuz, l'appel qui a produit l'annonce iranienne. La Chine s'est coordonnée avec la Russie, Lavra s'est envolé vers Pékin, a rencontré Xi, ils ont confirmé que leurs relations restaient inébranlables au milieu de toutes les tempêtes. La Chine et le Pakistan ont présenté ensemble une initiative de paix en 5 points. L'intérêt stratégique de la Chine n'est pas qu'un camp ou l'autre gagne de manière décisive. L'intérêt de la Chine, c'est un Hormuz stable, un Iran qui survit et un précédent démontré, visible pour tous les pays du monde. Que les blocus américains ne peuvent pas fonctionner sans la coopération chinoise pour y mettre fin. Si la Chine peut produire un cessez-le-feu indéfini que personne n'appelle officiellement traité de paix, cela sert mieux ses intérêts que toute autre issue. L'Iran survit. Hormuz rouvre, le pétrole chinois continue de circuler, et l'archive historique permanente montre que le principal point d'étranglement maritime du monde a été réglé quand le ministre chinois des Affaires étrangères a passé un appel téléphonique, et non quand l'Amérique a imposé un blocus. Pour une Maison-Blanche dépendante du levier théâtral, rien n'est plus irritant que de voir quelqu'un d'autre clore la scène avec un scénario plus discret. Regardez ce que la Chine ne dira pas dans les 72 prochaines heures. Parce que dans cette histoire, comme je l'ai déjà dit, le silence est le signal. Le silence de la Chine, après les grands mouvements iraniens, a constamment été la communication diplomatique la plus bruyante de ce conflit. Permettez-moi de rassembler tout cela. J'ai dit que l'Iran n'abandonnerait jamais Hormuz aux conditions de l'Amérique. Je l'ai dit parce que la théorie des jeux en faisait la seule conclusion logique. Un pays n'abandonne pas volontairement la seule chose qui le rend stratégiquement pertinent. Et la capacité structurelle de l'Iran à refuser n'était pas de l'entêtement iranien. C'était de l'infrastructure chinoise. La Chine a passé une décennie à bâtir l'architecture qui a donné à l'Iran l'oxygène économique nécessaire pour faire ses propres choix sous la pression américaine maximale. Des systèmes de paiement hors du dollar. Une flotte de l'ombre qui déplaçait le pétrole de façon invisible pendant que les registres officiels affichaient zéro. Des réserves stratégiques qui absorbaient le choc énergétique. Des réseaux satellitaires qui guidaient les frappes iraniennes sur des cibles américaines. Des tunneliers envoyés pour aider l'Iran à reconstruire ses villes de missiles pendant le cessez-le-feu. Des avions cargo atterrissant à Tran avec des armes évaluées à des milliards. Pendant que Trump écrivait une lettre polie à Xi et que Xi lui répondait essentiellement qu'il n'allait pas faire cela. Il est difficile de mener une stratégie de domination quand l'autre camp traite votre ultimatum comme un simple document de plus à classer et à réacheminer ailleurs. Ce matin, l'Iran a refermé Hormuz. En 24 heures, il a prouvé tout ce que j'avais dit sur les fondations structurelles de ce conflit. Pas parce que l'Iran est plus fort que l'Amérique. L'Iran n'est plus fort que l'Amérique dans aucun sens militaire conventionnel. Mais parce que la Chine a passé une décennie à faire en sorte que la force américaine, si écrasante soit-elle, ne puisse pas se traduire par le résultat précis que l'Amérique essayait d'imposer. Le cessez-le-feu expire dans 3 jours. La deuxième ronde de pourparlers n'a pas de date confirmée. Le président du Parlement iranien dit que les règles d'Hormuz seront déterminées sur le champ de bataille. Trump dit que l'Iran a accepté toutes les conditions. L'Iran dit que les affirmations de Trump sont fausses. Des navires font demi-tour dans le golfe Persique. Et quelque part à Pékin, dans une salle d'information pleine de gens qui ont passé des années à concevoir précisément ce résultat, personne n'est surpris par tout cela. Voilà ce qui arrive quand un camp joue le long jeu et que l'autre joue à Twitter. Un camp a construit de la logistique, des réserves et des plans de contingence. L'autre a continué d'espérer que l'assurance, les majuscules et un micro compteraient comme une chaîne d'approvisionnement. C'est pas de la prophétie, c'est de la théorie des jeux et de l'histoire structurelle. La décennie du silence a produit exactement ce pourquoi elle a été conçue. Et la prochaine phase de cette histoire sera déterminée par la réponse à une question. Est-ce que l'Amérique finira par traiter cela comme un problème États-Unis-Iran-Chine ou continuera-t-elle d'essayer de résoudre un jeu à 3 joueurs tout en faisant semblant qu'un des joueurs n'est pas à la table? Lisez la déclaration de l'IRGC de ce matin, lisez le reportage du Irish Times sur les navires qui font demi-tour, lisez le scoop de Axios sur la négociation de 20 milliards pour l'uranium, lisez ce que Galab a dit sur le fait que l'avenir d'Hormuz sera décidé sur le champ de bataille. Puis posez-vous la question que je continue de poser. Si la Chine a passé une décennie à s'assurer que l'Iran n'ait jamais abandonné Hormuz aux conditions de l'Amérique, qu'est-ce que la Chine a déjà construit d'autre pour la prochaine crise que l'Amérique n'a pas encore vu venir? C'est peut être là la vraie faiblesse d'une géopolitique performative. Elle passe tellement de temps à annoncer le contrôle qu'elle ne remarque la préparation qu'une fois la facture arrivée. Parce que la décennie du silence ne s'est pas terminée avec cette guerre. Elle continue.
Et tout ce que la Chine construit en ce moment même, discrètement au cours de la prochaine décennie, déterminera le prochain moment exactement comme celui-ci.